Alors, au vu de l'actualité, j'ai décidé de vous faire une petite présentation sur le Groenland. Cette île se situe non loin du pôle Nord et a une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, soit presque 4 fois la France. À l'ouest se trouvent les terres canadiennes, à l'est l'Islande et au nord-est le Svalbard norvégien. Les terres américaines les plus proches, à savoir l'Alaska, se trouvent à plus de 2000 kilomètres. Quant à la Russie, son île du Prince-Georges se situe à environ 1000 kilomètres du Groenland. Le Groenland est une grande île arctique majoritairement couverte par une calotte glaciaire, dotée d'une autonomie interne mais rattachée au royaume du Danemark et historiquement stratégique. Les États-Unis y ont déployé des bases pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Récapitulatif historique. Le Groenland a été colonisé et administré par le Danemark pendant des siècles. Après l'invasion du Danemark en 1940 par l'Allemagne nazie, les États-Unis ont pris en charge la défense et installé des bases et infrastructures stratégiques sur l'île pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, notamment pour le ravitaillement, la météorologie et la surveillance arctique. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule de ces bases, celle de Pituffik, que l'on va voir sur la carte, ici. Donc cette base a été ouverte en 1943 comme point logistique et météorologique stratégique pour les Alliés. Elle se situe sur la côte nord-ouest du Groenland, sur le cap Atoll, dans le fjord de Volstenholm. Après la Seconde Guerre mondiale, la base de Pituffik a conservé une importance militaire croissante pendant la guerre froide et a été intégrée aux architectures de surveillance nord-américaines. Depuis 2019, la base est officiellement rattachée à l'United States Space Force, ce qui reflète son rôle élargi dans les opérations spatiales, la surveillance et les communications stratégiques. Pituffik abrite des installations de détection et de relais qui font partie de la chaîne de radars et de systèmes d'alerte précoce du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, on appelle le NORAD. Ces systèmes sont conçus pour détecter et suivre des lancements de missiles balistiques en provenance d'Eurasie, mais également de fournir des données de trajectoire et d'alerter les centres de commandement nord-américains. La base sert aussi de relais pour les communications spatiales et les points de soutien logistique pour les opérations arctiques. Cette base de Pituffik dispose en particulier d'une longue piste et d'installations logistiques robustes héritées de son passé de base aérienne, ainsi que d'unités spécialisées pour la surveillance spatiale et le traitement de données. Cependant, la base n'a pas de port. Son accès maritime est très limité et l'essentiel du soutien stratégique se fait par les airs. La présence américaine à Pituffik a suscité des débats politiques et sociaux, par exemple par rapport à la question de la souveraineté, d'accord aussi entre le Danemark et les États-Unis, des incidents historiques, notamment l'accident d'un B-52 en 1968 et ses conséquences, avec notamment la perte d'une bombe nucléaire sous la glace qui n'a jamais été retrouvée, et des préoccupations environnementales liées aux activités militaires arctiques. Ces éléments alimentent les discussions sur la transparence, la sécurité civile et la protection des populations locales. Concernant maintenant la situation politique actuelle, le Groenland dispose d'une autonomie étendue depuis 1979 et qui a été renforcée en 2009. Le Groenland gère la plupart des affaires intérieures, comme l'éducation, la santé ou les ressources, mais concernant la défense et la politique étrangère, cela reste sous la responsabilité du Danemark. Ce n'est donc pas un État indépendant. Le Groenland compte aujourd'hui environ 56 000 habitants, donc c'est une population très faible par rapport à l'étendue du territoire, et cette population est dispersée le long des côtes, mais principalement sur la côte ouest, comme on peut voir sur la carte avec les principales localités. La quasi-totalité des habitants vit dans des localités littorales libres de glace et l'intérieur des terres est désertique. Nuuk est la capitale, donc c'est la plus grande ville, et concentre la part la plus importante de la population urbaine. Les autres villes comptent chacune quelques milliers d'habitants au maximum. Le peuple inuit forme la majorité culturelle de l'île. Leur langue, leur savoir de subsistance et leur art façonnent l'identité groenlandaise contemporaine. Le groenlandais, ou kalaallisut, est la langue officielle et vecteur central d'identité. Beaucoup de Groenlandais parlent aussi le danois et de plus en plus l'anglais, notamment dans les milieux touristiques et administratifs. Concernant le réseau routier et les transports, il n'existe pas de réseau routier national reliant les villes côtières. Les liaisons intercommunales se font principalement par avion, bateau ou hélicoptère. Les aéroports régionaux et le port de Nuuk sont essentiels pour le fret, les passagers et les croisières. Concernant son économie, elle repose sur la pêche, qui est le principal revenu du Groenland, mais également le tourisme et des ressources minières potentielles. Potentielles car elles sont actuellement explorées avec prudence, mais il y a sous le Groenland des métaux rares, de l'uranium, du pétrole et du gaz.
La fonte des glaces ouvre des perspectives d'accès mais augmente aussi les risques environnementaux et logistiques. La dépendance aux exportations halieutiques reste centrale. Le Groenland est hautement stratégique pour les voies maritimes, aériennes et la surveillance arctique. Les États-Unis ont une longue histoire d'implantation militaire sur l'île et des intérêts stratégiques persistants. Des déclarations publiques et des débats récents ont ravivé les tensions autour d'une plus grande présence américaine et l'idée d'acquisition ou d'implantation renforcée, ce qui suscite des réactions diplomatiques entre Washington, Copenhague et Nuuk. Le président Trump n'a pas écarté l'intervention militaire sur le Groenland. Et dans cette perspective, les Américains devront s'emparer rapidement des principaux ports et aéroports afin de paralyser l'île. Et à ce sujet, donc, je voulais faire un petit point avec vous sur la carte, sur les principaux ports et aéroports du Groenland et qui pourraient donc représenter des objectifs stratégiques pour les Américains. Nous allons commencer avec le principal port du Groenland, qui est le port de la capitale Nuuk. C'est le principal port commercial du Groenland avec des quais modernes et un terminal conteneurisé, qui veut donc dire qu'il peut recevoir des containers, permettant le déchargement du fret. Mais ses capacités profondes et logistiques pour accueillir plusieurs gros navires de guerre sont assez limitées. Il est donc prudent de prévoir au maximum un ou deux gros bâtiments en appontement simultané et d'organiser un appui logistique complémentaire, par exemple un ravitaillement en mer avec des barges ou le transfert via Kangerlussuaq. En parlant de Kangerlussuaq, c'est un site stratégique pour les liaisons aériennes et le gros tonnage. C'est un hub historique, c'est une base aérienne au départ et il y a également un accès à un fjord profond. Donc sur la carte, il se trouve ici. Au niveau de ses capacités, donc il y a un chenal et un bassin favorable au gros tonnage, comme vous pouvez le voir sur la carte. Les navires peuvent donc mouiller dans le fjord et utiliser des tenders pour l'accostage direct et la logistique. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de port dans ce secteur. Donc pour tout ce qui est logistique lourde, il faudra privilégier Nuuk ou des installations spécialement préparées. Par contre, sur Kangerlussuaq, il y a une grande piste aérienne, la plus grande de l'île, et qui pourrait donc appuyer la logistique aérienne. Au niveau de ses avantages opérationnels, c'est idéal donc pour le débarquement de matériel lourd et pour la coordination air-mer avec un bon point de transbordement. Au niveau de ses limites, les infrastructures portuaires civiles sont très limitées pour la maintenance navale lourde. Travaux de dragage ou aménagement peuvent être nécessaires pour des navires avec un important tirant d'eau. Ensuite, on se déplace vers Sisimiut, qui est lui un port régional pour des navires moyens. Donc c'est un hub pour l'ouest côtier, pour le fret régional. Au niveau de ces installations, il a des quais qui sont adaptés aux cargos côtiers et aux navires de soutien, mais service limité pour le ravitaillement. Il a une position utile pour des opérations le long de la côte ouest avec une bonne plateforme pour le déploiement régional. Au niveau de ses limites, il y a un tirant d'eau et des installations sont insuffisantes pour les très gros bâtiments. Et on note la présence d'un aéroport au nord-ouest. Ensuite, on se déplace vers les deux autres ports. Tout d'abord, Asiat, qui est ici, et Maniitsoq, qui se trouve un peu plus loin. Donc ces deux ports pourraient servir de port de soutien pour des opérations côtières avec un transbordement et un approvisionnement local. Au niveau de leur capacité, ils pourraient recevoir des navires de taille moyenne, peut-être cargo logistique de taille modérée. Au niveau de leurs avantages opérationnels, on note une dispersion géographique utile pour la logistique côtière et les patrouilles. Et concernant les limites, les infrastructures portuaires et les stocks, notamment pour le carburant et les pièces, sont limités pour des opérations prolongées. Et enfin, nous allons terminer avec un dernier port qui est celui de Qaqortoq, qui se situe donc plus au sud, et là également qui serait utile pour des opérations régionales, avec un rôle ici donc approvisionnement et un soutien local. Au niveau de ses capacités, le port est adapté aux navires côtiers, mais peu adapté pour des frégates ou des destroyers. Au niveau des avantages opérationnels, c'est une couverture du sud de l'île, un point relais pour les opérations multisites. Et au niveau de ses limites, profondeur et infrastructures insuffisantes pour les gros cargos ou navires de taille intermédiaire. Et sur la côte est du Groenland, il y a également des aérodromes, mais de taille très modeste, et aucun port qui ne pourrait abriter des navires assurant une logistique militaire. Maintenant que nous avons vu ces principaux sites stratégiques, nous allons faire un petit point sur la présence militaire au Groenland. Alors concernant la présence américaine dans la base de Pituffik, donc plus au nord, l'unité qui est présente dans cette base, c'est la 821e Air Base Group, donc qui est responsable du fonctionnement global de la base et du soutien aux unités
présentes. Donc, concernant ces unités, on note donc la présence du 821e Support Squadron, qui fournit les services de soutien essentiels comme l'ingénierie, les maintenances des infrastructures, communication, logistique, services médicaux, etc. Nous avons ensuite le 821e Security Force Squadron qui assure la protection de la base, donc c'est le contrôle d'accès, la sécurité des installations et du personnel. Nous avons ensuite le 12e Space Warning Squadron qui est chargé du radar du BMEWS. Donc BMEWS, ça veut dire Ballistic Missile Early Warning System. Il opère des capteurs et systèmes d'alerte précoces destinés à détecter et à suivre des lancements de missiles balistiques. Ce rôle le place au cœur des architectures d'alerte stratégique du système américain. Et enfin, on a également la présence du 3e détachement du 22e Space Operations Squadron, qui est un détachement qui est spécialisé, lié aux opérations spatiales et aux services de contrôle et relais satellitaires. Il soutient des capacités de communication et de surveillance spéciale de la base. Cela représente entre 600 à 900 personnels sur la base de manière permanente. Cette base de Pitoufik n'est pas connue pour héberger en permanence des escadrons de chasse. Les vols sont majoritairement des rotations logistiques aériennes et de soutien. Mais en résumé, concernant cette base de Pitoufik, c'est avant tout une plateforme aérienne et un centre de surveillance spatiale et missiles, avec rotation d'avions et déploiement ponctuel d'hélicoptères, et des forces de sécurité au sol équipées de véhicules légers. Ce n'est pas une base blindée avec des chars et des escadrons de chasse permanents. Côté danois maintenant. Le royaume du Danemark, lui, assure donc la défense militaire du Groenland et il déploie des forces modulaires, donc style patrouille, garde côtier, détachement terrestre et aéronaval, pour protéger les infrastructures et soutenir les autorités locales et entraîner les alliés dans l'Arctique. Le Danemark privilégie des détachements, donc de soldats entraînés au froid, des patrouilleurs, des hélicoptères, plutôt que des garnisons permanentes et massives. Face aux tensions géopolitiques actuelles, Copenhague a annoncé une augmentation de la présence militaire et des exercices en coopération avec des alliés européens et l'OTAN. Les infrastructures groenlandaises sont très limitées, rendant les opérations lourdes coûteuses et dépendantes du ravitaillement aérien et maritime. Tout renforcement militaire nécessite une coordination entre les autorités groenlandaises et le Danemark, où la question de la souveraineté est sensible. Comme dit précédemment, il n'existe pas de garnison danoise permanente de grande taille au Groenland. La présence danoise est principalement rotative et modulaire. En temps normal, on compte généralement quelques centaines de militaires danois sur l'île, entre 200 et 600, et ce total peut monter jusqu'à 900 lors d'exercices majeurs ou de déploiements alliés. Sur place, on note la présence du premier escadron de la marine royale danoise qui est principalement dédié aux opérations nationales autour de l'île ainsi que sur les îles Féroé. En 2023, ce premier escadron était composé de 4 patrouilleurs de la classe Thétis, 3 patrouilleurs de la classe Rasmussen et d'un yacht royal, le Dannebrog, qui a un rôle secondaire de surveillance et de sauvetage en mer. D'ailleurs, bientôt, les bâtiments de la classe Thétis devront être remplacés par les futurs patrouilleurs MPV 80, construits par Odense Maritime Technology et SH Défense. Et ces nouveaux navires adopteront un concept modulaire permettant d'installer des modules différents, donc de les adapter suivant leur mission. Donc, par exemple, la chasse aux mines ou le mouillage de mines selon les besoins. Le commandement conjoint arctique des forces armées danoises et la police du Groenland sont conjointement responsables du sauvetage en mer sur l'île. Et outre les unités navales, le Centre conjoint de coordination des secours du Groenland peut faire appel, si disponible, aux avions C-130 et Challenger 604 de la Royal Danish Air Force. Donc le C-130, lui, est spécifiquement chargé du ravitaillement des forces danoises au Groenland et le Challenger 604 participe lui aux missions de surveillance en Arctique et depuis 2021 un appareil est stationné en permanence à Kangerlussuaq, donc c'est l'aéroport que nous avons vu précédemment, et depuis 2024 le Parlement danois avait approuvé un paquet de défense prévoyant le déploiement futur d'actifs de surveillance renforcée au Groenland, comprenant notamment des drones longue portée de conception américaine, les MQ-9 Reaper. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que le sujet est un peu plus dégrossi pour vous et que vous avez appris des informations. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain 18 h pour la bataille d'Austerlitz. Merci, bonne soirée, bon week-end.